que nous sommes dans la deuxième journée interrégionale des pôles départementaux de lutte contre l'habitat indigne. Nous avons changé notre manière de faire parce que nous souhaitions à la fois avoir un peu plus de proximité, pouvoir dialoguer directement avec vous et puis diffuser les bonnes pratiques. Notre credo, c'est toujours de partir de l'expérience pour mieux comprendre ce qu'est la théorie et puis présenter les nouveaux outils de la lutte contre l'habitat indigne. Et puis, évidemment, la lutte contre l'habitat indigne, elle est nécessairement interministérielle et notre souhait à travers cette journée, c'est de pouvoir rapprocher les différents métiers de la lutte contre l'habitat indigne et de favoriser la mise en réseau et la communication positive autour des savoir-faire. Je le dis souvent, le politique n'est pas un sachant, il a certes des objectifs, un objectif qui est celui du bien vivre ensemble, du lien social, mais il a besoin, le politique, en tout cas, de se reposer sur celles et ceux qui vivent au quotidien et qui accompagnent au quotidien nos concitoyens les plus démunis, et donc avoir des idées, s'enrichir, enrichir notre réflexion. Nous sommes éligibles, bien sûr, au PNRU 2, le plan national de rénovation urbaine, 2 quartiers, Croix-Rouge, Orgeval, et également 2 autres quartiers que nous avons souhaité inscrire dans le cadre de l'enveloppe régionale, Châtillon et Wilson, qui vont nous permettre, bien sûr, de continuer cette rénovation urbaine. Reims faisait partie du premier plan, 500 millions d'euros avaient été injectés sur le territoire pour rénover les quartiers. Nous allons donc continuer dans le cadre de la rénovation. Mais cette rénovation, c'est avant tout de l'humain dans l'urbain, et pas uniquement la rénovation de façade ou de logement. Et donc il y a un accompagnement, une volonté véritablement sociale pour accompagner l'ensemble de la population. C'est en 2010 qu'on a créé le guichet unique avec un certain nombre de partenaires que je ne vais pas mentionner puisque vous les connaissez toutes et tous de par vos activités. C'est la DDT qui le tient. Et je dois dire qu'on a une vraie mobilisation. On a une vraie mobilisation. On a à peu près 150 dossiers. On en a eu beaucoup plus en 2016 qu'en 2015. Pourquoi il y a eu une forte augmentation? Je vais vous citer tout de suite. On a pris 36 arrêtés alors qu'en général il y en a un peu moins. C'est parce que c'est tout simplement le même propriétaire qui avait une quarantaine de logements. Et on a pu donc reloger, enfin toutes les mesures qui sont prévues et soutenir de la rénovation, mais je dois dire que ce n'est pas un cas ou deux, et au demeurant, chaque cas est indigne, bien entendu. Mais c'est dire à quel point ça peut être un phénomène important qui touche beaucoup de monde, des dizaines de personnes. Et on constate, et vous l'avez dit, il y a une nécessité de simplification. Je crois qu'il y a une prise de conscience que chacun connaît bien son rôle, mais qu'il faut renforcer les synergies incontestablement. Alors, la plupart des départements aujourd'hui font état d'un fonctionnement satisfaisant de leur pôle. Le lien est bien établi entre les différents acteurs qui se partagent très facilement même les informations. Ceci est d'ailleurs facilité par des réunions régulières au sein des comités techniques. Et parfois, certains pôles nous disent que l'arrivée des PDHI a permis aux pôles de se regrouper sur des thématiques particulières, de mettre en place des groupes de travail sur des thématiques particulières. Parfois, les services y sont structurés et parfois pas du tout. À Soissons, on a eu, on a fait un constat de vérité qui était essentiel. Fin 2013, l'élément déclencheur, c'est le contrat local de santé, avec Madame Paris qui est à ma droite. Donc, on fait le constat qu'il n'y a pas d'interlocuteur identifié à la ville de Soissons. Et par rapport à la problématique habitat, jusqu'à présent, on a un inspecteur de salubrité qui procède à des constats accompagné de policiers municipaux. Malgré tout, il n'y a pas d'interlocuteur identifié, comme je disais, et on n'a pas de retour non plus. Il n'y a pas vraiment de suivi en tout cas dignes de ce nom, qui sont réalisés. C'est une vraie question de mise en réseau, en fait, des acteurs. C'est une vraie question de mise en réseau, et des fois, il a fallu pousser les murs, pour être très sincère avec vous, puisqu'il a fallu qu'on aborde également en interne, en mairie, avec l'Agence régionale de santé. Je me rappelle de cette réunion qui a été essentielle, la question des compétences, puisque les maires, des fois, ne savent pas bien ce qu'ils doivent faire, et ainsi de suite. Et effectivement, ne serait-ce que le vocabulaire est déjà complexe. Qu'est-ce qu'un logement indigne? Qu'est-ce qu'on met derrière le mot salubrité?
à partir de quel moment le maire intervient, à partir de quel moment c'est de l'insalubrité pure et simple. On s'est attardé également sur le suivi des constats lors des différentes cellules, à savoir est-ce que ça a bien été pris en compte et est-ce que les actions ont bien été réalisées. C'est un point extrêmement important, le suivi des affaires. Et pour aller un petit peu plus loin, on s'est aperçu qu'il y avait des situations complexes. On a créé une cellule cas complexe. Alors il ne s'agit pas de créer toutes sortes de cellules qui ne servent à rien. Et elle s'est avérée assez efficace puisque on s'est aperçu que dans la cellule habitat, il y avait des cas plus que particuliers qui méritaient une attention élargie avec des interlocuteurs élargis aussi, notamment par le monde médical et social. Donc ça permet de faire venir des partenaires pour mieux comprendre une situation par le biais d'une charte de confidentialité. Il y a une véritable relation de confiance qui s'inscrit. Et pour ma part, c'est la première fois que je voyais un tel décloisonnement et enfin une véritable avancée. La communauté d'agglomération de Saint-Omer avait engagé une réflexion il y a déjà un certain nombre d'années, ça avait commencé à se matérialiser réellement il y a 7 ans, avait engagé une réflexion sur la question de la lutte contre l'habitat indigne. C'était un besoin qu'on retrouvait dans la plupart des communes et en même temps, aucune des communes n'avait réellement les moyens de pouvoir lutter de façon efficace contre le logement indigne à partir du moment où on est face à des procédures qui sont complexes, les maires ne comprennent pas, les agents municipaux ont bien du mal à appréhender la chose et donc l'idée était de constituer dans un esprit de mutualisation du service, de constituer une petite équipe spécialisée qui maîtrisait totalement ces questions-là et qui viennent travailler auprès de la population et en conseil des maires. Comme je vous l'expliquais un peu plus tôt, on a signé, il a pris fin l'année passée, c'est un protocole de coopération. Il avait vraiment pour objectif de formaliser le partenariat, d'organiser territorialement la lutte contre l'habitat indigne sur le territoire. Et c'est à l'échelle finalement de l'EPCI que ça a été jugé le plus pertinent et le plus adapté par rapport à notre territoire et à nos différentes communes. Ça nous a, au niveau nous de la CASO, on a désigné des référents élus et techniques dans chacune des communes qui ont été accompagnés, formés aux situations. Oui, bien entendu, un transfert à l'intercommunalité, mais si ça s'accompagne également aussi d'une harmonisation au sein des polices. C'est un peu notre souhait et éventuellement même, je dirais, un renforcement du pouvoir de police générale du maire quand il s'agit pour lui d'agir en urgence et d'agir en toute sécurité. De ces travaux va naître donc un guide à sortir en octobre prochain, guide effectivement construit par les élus présents. Je tiens vraiment à signaler que ce travail est un travail vraiment qui est parti du bas, plutôt du terrain pour arriver à quelque chose donc, de très concret. On espère un guide qui puisse être très facilement saisissable et donc je remercie effectivement beaucoup la DIAL et la NIL pour cet accompagnement avec nous sur ce guide. C'est d'ailleurs donc dans l'arrondissement de Valenciennes qu'a été signée donc dès 2008 la convention partenariale relative à la lutte contre l'habitat indigne par le parquet, la préfecture du Nord, la CAF et les EPCI de l'arrondissement. Donc cette convention a permis de désigner un substitut du procureur dédié et de mobiliser un délégué du procureur également dédié. 2, de favoriser le partage des informations dès le signalement des situations. Le substitut étant destinataire des pièces constitutives des dossiers élaborés par, à l'époque, la DAS, qui est devenue évidemment la RS aujourd'hui. 3, de mobiliser davantage encore la procédure de rappel des droits et devoirs des propriétaires et des locataires, laquelle procédure est réalisée par le délégué du procureur. Par ailleurs, cette possibilité a été offerte également aux EPCI de désigner en leur sein 2 urbanistes, un par EPCI, qui ont été habilités comme délégués du procureur spécialisé. Ils sont saisis dans le cadre de cette situation d'insalubrité dite simple, donc sans danger ou indignité. L'objectif étant ici, en fait, le classement sous condition visant à régulariser la situation. Le parquet, quant à lui, peut se concentrer
sur les situations complexes. Dans le régime de l'autorisation préalable de mise en location, comme l'intitulé l'indique, l'autorisation est préalable à la mise en location. Elle intervient avant la mise en location et elle permet à une collectivité donc, de conditionner la mise en location par l'obligation d'effectuer des travaux si le logement ne répond pas à certaines exigences. Les exigences présentées par la loi sont les suivantes. Il y a une obligation donc, que le logement réponde à un critère de sécurité et de salubrité publique. Donc, ce régime se distingue de la déclaration de mise en location qui intervient donc, lui, après la mise en location et donc est moins contraignant pour le propriétaire bailleur et il est plutôt destiné à informer les collectivités sur les logements mis en location. Voilà, donc ça c'est le territoire de la MEL. Pour définir ces questions de périmètre, on s'est appuyé sur un indicateur synthétique un peu des fragilités du parc privé sur notre territoire. Ces indicateurs de synthèse fait ressortir des communes à enjeux très élevés, modérés, faibles, et pour les communes principales, c'est une déclinaison qui a été faite à la section cadastrale. Donc je reviens ici, on a agrégé un peu des indicateurs de fragilité qui témoignent d'une fragilité, donc le terme est dit, sur les territoires, et puis des indicateurs de difficulté avérée, la suroccupation, le confort partiel, le taux de ménage avec des ressources inférieures au seuil de pauvreté, les mutations à valeur basse. Enfin, voilà, on a classifié un peu l'enjeu parc privé, habitat privé sur nos communes, et on avait dans notre groupe de travail donc les communes à enjeux élevés, très élevés, étaient présentes, étaient intéressées, mais d'autres communes également. Sur ce petit groupe de travail réunissait une trentaine de communes et mêlait élus et techniciens pour mener cette réflexion.